Mon nom est Soranami. Ma passion, la conquête de l'ordinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici. Soranami en direct de Kyoto. Pour cet épisode, je vais revenir un peu plus en détail sur mon voyage au château de Takeda, autrement appelé le Machu Picchu japonais. Générique. Générique. This is approved by Suriname. Rebonjour à tous. Cet épisode sera non pas en une, non pas en deux, non pas en trois, mais en 4 parties. Donc en première partie, la situation géographique. En seconde partie, l'histoire du château. En troisième partie, je vais parler un peu de la politique de restauration, enfin de l'histoire récente du château. Et en dernière partie, je vais vous donner mes recommandations si vous comptez un jour aller voir ce magnifique site touristique. Site Po. Le château des Takeda, autrement appelé le château dans le ciel, ou le Machu Picchu japonais, se situe au nord-est de la préfecture de Hyogo, presque à la limite avec la préfecture de Kyoto, dans la petite ville de Asago. Le château se situe au sommet de la montagne Torafusuyama, dont le sommet se situe à 353 mètres d'altitude. Le château en lui-même fait environ 400 mètres du nord au sud et 100 mètres de l'est à l'ouest. La montagne sur laquelle se trouve le château, en fait, elle est encerclée par d'autres montagnes qui sont un peu plus hautes. Il y a une très très belle vue en fait sur toute la plaine. Et dans cette plaine, il y a une ville qui s'est développée. Il y a aussi une énorme rivière qui s'appelle la rivière Maruyama. Ok. Le château a eu une histoire en fait relativement courte parce qu'il a été utilisé pendant juste un peu plus de 150 ans. Sa construction a duré 12 ans. Elle s'est étalée de 1431 à 1443. Sa construction a été effectuée sur l'ordre du seigneur féodal local, ou autrement appelé daimyo, qui était de la famille des Yamana, et qui était en charge de la région où se trouve le château, qui ne s'appelait pas Hyogo, comme elle peut s'appeler à l'heure actuelle, mais qui s'appelait Tajima à l'époque. Une fois la construction achevée, en 1443, le daimyo, donc seigneur féodal, a donné la gérance, l'administration du château à un de ses vassaux, qui était de la famille des Otagaki. Malgré plusieurs conflits qui ont eu lieu dans les environs du château ou dans l'enceinte même du château, la famille Otagaki a réussi tant bien que mal à rester à la tête de l'administration de ce château pendant 7 générations, donc jusqu'en 1580. À partir de 1580, c'est là où l'histoire du château s'emballe, enfin l'histoire du Japon en règle générale s'emballe en fait, parce que on rentre dans la période, c'est une grosse période de guerre civile, avec plusieurs conflits politiques de grande ampleur. À partir de 1580, il y a un changement à la tête du château. Donc le château est confié par le fils de Toyotomi Hideyoshi, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'unification du Japon, a confié la gérance du château à un de ses vassaux qui s'appelait Kuwayama. Comme c'était une période de grosse instabilité politique, ce Kuwayama était en charge de l'administration du château pendant seulement 5 ans, avant de passer le flambeau à un autre petit seigneur de la famille des Akamatsu. Donc ce Akamatsu, c'est lui qui a donné en fait sa forme finale, la forme que l'on peut voir aujourd'hui au château. Et donc c'était en 1585. La période de grosse instabilité, de guerre civile qui était dans tout le Japon, a connu sa fin en 1600, lors d'une énorme bataille qui a regroupé la majorité des gros seigneurs de l'époque. Cette bataille s'appelait la bataille de Sekigahara. Et malheureusement, ce Akamatsu, qui était en charge de la gestion et de l'administration de tout le château, il faisait partie de l'armée des vaincus, l'armée de l'Ouest, lors de la bataille de Sekigahara, ce qui a fait qu'en fait le château, à partir de 1600, a été déserté et n'a plus été occupé depuis. Il est tombé dans l'oubli jusqu'au XXe siècle avec les politiques de restauration des sites historiques du Japon. Ce qui nous conduit à notre prochaine partie, la politique de restauration. Le château de Takeda, en fait, c'est devenu un site touristique depuis vraiment très très récemment. Ça fait à peine 12 ans qu'il a commencé à devenir un vrai site touristique. Et c'est notamment dû au fait qu'en 2006, il a été choisi parmi les 100 plus beaux châteaux du Japon. Et à partir de là, on a commencé à voir des photos du château des Takeda, donc du Machu Picchu japonais, dans plusieurs revues japonaises spécialisées, ce qui a fait qu'il y a eu de plus en plus de touristes. Puis en 2012, il a servi de décor pour un film qui s'appelle Anatae. À partir de 2012, le nombre de touristes a complètement explosé et on est passé à
en une moyenne de plus de 250 000 touristes par an. Mais c'est principalement des touristes japonais. À la base, on pouvait aller visiter le site totalement gratuitement, mais à partir de 2013, la ville de Asago, qui est en charge de la restauration et de l'administration du lieu, a décidé de fixer un prix d'entrée à 500 yens par personne. À partir de 2014, pour des raisons de sécurité et suite à l'afflux relativement conséquent de touristes, ils ont décidé de fermer l'accès au site en hiver. Donc à l'heure actuelle, il est visitable que pendant 3 saisons, printemps, été et automne. En 2015, ils ont pris une décision qui, moi, m'attriste un petit peu. Ils ont décidé de mettre des sacs de sable sur tous les chemins, le parcours, en fait, que l'on fait quand on visite le château. Et ils ont décidé de mettre des tout petits poteaux avec des cordes, soi-disant pour des raisons de sécurité, mais sachant que les cordes et les poteaux sont relativement bas, je vois pas réellement comment est-ce que ça peut protéger les gens en cas de chute, et ça gâche juste le paysage depuis le château, quoi. Bon, après, quand on prend une photo, en règle générale, on est bien au-dessus du poteau, donc il n'y a pas spécialement de problème, mais bon. La raison pour laquelle le château s'appelle le château dans le ciel, c'est parce qu'en fait, quand il y a des grosses différences de température entre le matin et l'après-midi, il y a une brume qui se crée au niveau de la rivière Maruyama et qui reste en suspens, mais qui laisse juste voir en fait le sommet de toutes les montagnes alentours. Les meilleures saisons pour aller le visiter, c'est quand il y a des grosses différences de température entre le matin et l'après-midi, donc principalement le printemps et l'automne. Et le mieux, c'est s'il a plu la veille, parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc ça crée énormément de brume, ce qui fait que ça crée vraiment un beau tapis de nuages en fait. Ce tapis de nuages disparaît progressivement au fur et à mesure que la température extérieure se réchauffe. Ma recommandation, si vous voulez voir vraiment ce château qui flotte au-dessus des nuages, c'est d'aller sur place la veille et de vous lever très tôt le matin, entre 4 et 5 heures du matin, gravir la petite montagne qui se trouve en fait juste en face du château, et qui est légèrement plus haute que le château, donc on a un bon point de vue en contre-plongée. C'est du sommet de cette montagne-là que j'ai filmé avec mon drone. Donc sur la montagne d'en face, en fait, vous avez 3 points d'observation. Et je vous conseille d'aller jusqu'au plus haut parce que c'est là où vous avez vraiment une bonne vue en contre-plongée sur le château. Pour l'accès depuis Kyoto ou Kobe ou Osaka, c'est pas très loin. En voiture, ça se fait relativement bien. Après, le train reste, je pense, le moyen le moins cher et le plus pratique pour voyager jusque là-bas, surtout si vous avez par exemple, comme moi, pas mal de matériel photo. En train depuis Kyoto, si vous prenez seulement des trains locaux, vous en avez pour plus de 3 heures, 3 heures et demie, mais ça vous coûte seulement 1600 yens, donc ça fait 1600 yens, ça fait à peu près une quinzaine d'euros pour l'aller. Si vous prenez les trains express, alors là, ça coûte quand même un petit peu plus cher, ça doit faire 40 euros l'aller. Si vous n'avez pas commencé encore à utiliser votre JR Pass, je pense que ça ne vaut pas la peine de l'utiliser parce que 15 euros, c'est quand même relativement peu cher par rapport à la distance que vous couvrez. Donc si vous pouvez, gardez-le pour des plus longs trajets en train express, en Shinkansen par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions un peu plus spécifiques que je n'ai pas pu traiter dans la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Si elle vous a déplu, un pouce vers le bas. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.